Au moment où j'ai franchi la porte de la salle d'audience, ma mère a ri sous cape. Mon père a secoué la tête comme si j'avais déjà perdu. Leurs yeux disaient tout, pathétique, faible, insignifiant. Mais ce n'est pas leur réaction qui a coupé le souffle de la pièce. C'était le juge. Sa main tremblait. Son visage était livide. Il a murmuré à la greffière, mais je l'ai entendu clairement à travers le silence. Mon Dieu, est-ce vraiment lui? Tous les regards se sont tournés vers moi. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais jusqu'à cette seconde. Et c'était exactement comme je l'avais prévu. Je suis né dans une famille qui se nourrissait des apparences. Mon père, un homme d'affaires élégant avec trop de secrets. Ma mère, une femme qui vivait pour le statut, la cruauté dégoulinant comme du parfum. J'étais l'enfant de l'ombre, l'erreur, celui qu'ils faisaient taire, ignoraient ou moquaient à chaque dîner de famille. Mon frère, Étienne, était leur héritier doré. École privée, fonds fiduciaire, le siège de l'entreprise. On me disait d'être reconnaissant pour les miettes. Ils m'ont appris tôt. L'amour était conditionnel. Le respect devait être mendié. J'ai mendié une fois. Plus jamais. Pourtant, j'ai essayé. J'ai fait des doubles quarts pour rembourser leurs dettes. J'ai glissé de l'argent pour leur hypothèque afin qu'ils gardent leur maison à Neuilly-sur-Seine. J'ai même couvert les frais de scolarité de mon frère à la Sorbonne. Ils m'appelaient paresseux. Ils m'appelaient bon à rien. Et je les ai crus, jusqu'à ce que je ne les croie plus. La vérité a fait surface discrètement comme la pourriture sous un bois poli. Cela a commencé par une enveloppe scellée que j'ai trouvée dans le grenier de leur grande maison bourgeoise. Mon nom gribouillé dessus de la main de mon grand-père. À l'intérieur se trouvaient des documents qui n'avaient aucun sens. Titre de propriété, relevé bancaire, et un testament. Son testament. Pas celui lu après sa mort. Celui qui déclarait mon frère unique héritier. Celui-ci était différent. Celui-ci me laissait tout. Tout à moi. J'ai cru que c'était une erreur jusqu'à ce que je compare les signatures. Jusqu'à ce que je voie les sceaux notariés, jusqu'à ce que je remarque les dates altérées. Mes parents avaient détruit le testament original, l'avaient remplacé par un faux, et ce faisant, m'avaient dépouillé de mon héritage. J'ai rejoué les années dans ma tête. La façon dont ils se moquaient de moi pour ne pas avoir contribué. Comment ils me disaient que je n'étais pas fait pour les affaires. Comment ils m'avaient forcé à signer des papiers que je n'avais jamais compris. Ils n'étaient pas seulement cruels. C'étaient des voleurs. J'aurais dû crier. J'aurais dû les confronter. Au lieu de cela, j'ai replié soigneusement les documents dans l'enveloppe, les glissé dans ma veste, et j'ai souri. Parce que pour la première fois de ma vie, je n'étais pas impuissant. La rage est inutile sans contrôle. J'ai laissé la mienne mijoter jusqu'à ce qu'elle devienne de l'acier. J'ai étudié le droit des sociétés le soir à l'université Paris-Dauphine. J'ai mémorisé les statuts sur la contrefaçon, les lacunes en matière d'héritage, les droits des actionnaires. J'ai appris le langage que ma famille avait toujours utilisé contre moi. Je n'ai pas quitté mon travail de chef de rayon chez Carrefour. Je n'ai pas fait irruption chez eux. J'ai attendu. J'ai observé. J'ai recueilli des preuves, des relevés bancaires cachés sous de faux comptes, des transferts de propriété faits à des amis de la famille, des arrangements secrets qui s'effondreraient à la lumière du jour. Et quand j'ai été prêt, j'ai passé un seul coup de fil à l'homme que mes parents avaient sous-estimé, l'ancien avocat de mon grand-père, le seul qui se souviendrait de la vérité. Nous avons monté le dossier en silence. Non pas pendant des semaines, non pas pendant des mois, mais pendant des années. Et quand la fondation a été posée, j'ai frappé. Cela a commencé discrètement, comme les orages. Des assignations à comparaître livrées au bureau de mon père. Des comptes bancaires gelés du jour au lendemain. Le sourire suffisant de mon frère s'est estompé à mesure que les créanciers l'encerclaient. Ma mère faisait les 100 pas, appelant tous ceux qu'elle connaissait tandis que des portes lui claquaient au nez. Ils ont cru que c'était de la malchance. Ils ont cru que c'était une coïncidence jusqu'à ce que le procès arrive. Mon procès, déposé avec le testament original, notarié, authentifié, à l'épreuve des balles. Mes parents sont arrivés au tribunal confiants. Leur avocat a souri d'un air suffisant.
Ils avaient déjà falsifié des documents. Ils croyaient pouvoir tordre la vérité à nouveau, mais ils ne m'avaient pas calculé. Ils n'avaient pas calculé la patience. J'ai regardé du coin de la salle d'audience les preuves se dévoiler pièce par pièce. Signature comparée, date disséquée, témoins appelés. Chaque révélation n'était pas bruyante. Elle était calme, précise, comme des couteaux glissant entre les côtes. Et à chaque coupe, je voyais ma famille saigner. Ce qui nous ramène à la salle d'audience. Le jour où tout s'est effondré. Quand je suis entrée, ils m'ont vu comme l'enfant raté, la bouche supplémentaire qu'ils n'avaient jamais voulu. Ils n'ont pas reconnu l'homme qui avait construit ce moment avec une précision chirurgicale. Les murmures du juge ont fait taire la pièce. Le rire de ma mère est mort dans sa gorge. Le sourire narquois de mon père s'est brisé. Mon frère s'est agité sur son siège, enfin effrayé. J'ai pris la barre, non pas comme une victime, non pas comme le fils oublié, mais comme l'héritier légitime, armé d'une vérité assez tranchante pour couper à travers des décennies de mensonges. J'ai tout exposé, document après document, signature après signature, la contrefaçon, la fraude, le vol, puis j'ai remis au juge la dernière enveloppe, celle que j'avais portée pendant des années, la lettre manuscrite de mon grand-père adressée à moi, Antoine. Si tu lis ceci, cela signifie que les autres ont pris ce qui t'était destiné. Mais tu es mon sang. Tu es mon héritage. Ne les laisse plus se moquer de toi. Silence. Lourd. Absolu. Ma mère a couvert sa bouche. Le visage de mon père s'est affaissé. Mon frère a murmuré quelque chose à leur avocat, mais c'était inutile. La greffière a lu la lettre à voix haute, chaque mot enfonçant des clous dans leur cercueil. Le juge s'est penché en avant, la voix calme. Maintenant, cette affaire n'est pas seulement claire, elle est accablante. La succession lui appartient entièrement. Les actions frauduleuses des défendeurs seront transmises au procureur de la République. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. J'ai simplement regardé le monde changer. Ils se sont tournés pour me regarder, non pas avec mépris. Non pas avec pitié, mais avec peur. Quand le marteau a frappé, ce n'était pas seulement le son de la justice. C'était le son des chaînes qui se brisent. J'ai dépassé ma famille sans un regard. Leurs murmures, leurs yeux suppliants, ils ne signifiaient rien. Ils avaient passé toute une vie à m'apprendre que j'étais invisible. Et maintenant, enfin, j'étais intouchable. Devant le palais de justice de Paris, l'air était différent, pur, j'ai pensé à mon grand-père, à la lettre, au garçon que j'étais, mendiant de l'amour à une table où rien n'était offert. Il était parti, enterré dans les cendres de la trahison. Ce qui restait, c'était moi, l'homme qui avait attendu, qui avait planifié, qui avait frappé au moment précis. Et tandis que la ville s'agitait autour de moi, j'ai laissé la vérité s'installer profondément dans ma poitrine. Ils avaient ri quand j'étais entré. Ils ne riaient plus quand je suis sorti. S'il vous plaît, suivez la deuxième histoire. Tu es un fardeau maintenant, dit ma mère alors que mon frère faisait mes affaires. Nous ne pouvons plus prendre soin de toi après ton accident, ils m'ont jeté dehors alors que j'étais encore en fauteuil roulant. 3 mois plus tard, quand ils ont découvert ce que je cachais. Il était trop tard. Les mots tombaient sur moi comme des pierres, jetant ma vie dans des sacs poubelles. Les factures médicales, les soins constants, c'est trop. Tu deviens un fardeau. J'étais assise dans mon fauteuil roulant, m'habituant encore à ma nouvelle réalité après l'accident d'escalade qui m'avait temporairement paralysée. Les médecins étaient optimistes quant à ma récupération avec une thérapie appropriée. Mais ma famille avait d'autres idées. Mais maman, j'ai juste besoin de quelques mois, ai-je plaidé, regardant Antoine jeter sans ménagement mes photos et mes livres dans les sacs. Le médecin a dit qu'avec de la rééducation. Nous ne sommes pas un hôpital, me coupa-t-elle sèchement. Ton frère a besoin de la chambre d'amis pour son bureau à domicile, et nous ne pouvons pas continuer à te porter de haut en bas des escaliers. L'ironie ne m'échappa pas. Pendant des années, j'avais été le pilier de la famille. J'avais aidé à payer les études supérieures d'Antoine quand mes parents n'en avaient pas les moyens, utilisant mes économies de l'enseignement de cours de survie en plein air. J'avais repoussé mes propres rêves pour prendre soin de papa pendant son opération cardiaque. Maintenant,
3 semaines après mon accident, ils étaient impatients de se débarrasser de moi. Antoine ne me regarda même pas en fermant le dernier sac. J'ai appelé tante Sylvie, annonça maman. Elle a une petite chambre d'amis. Ce n'est pas grand-chose, mais... Non, dis-je calmement, sortant mon téléphone. Je trouverai une solution. Ils semblèrent soulagés de mon refus, désireux de se laver les mains de toute responsabilité. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je m'étais préparée à ce moment. J'avais vu la façon dont ils me regardaient depuis l'accident, comme si j'étais une marchandise défectueuse, une déception pour leur image de famille parfaite. Ce qu'ils ne savaient pas non plus, c'est que mon accident s'était produit alors que je testais une nouvelle voie pour mon programme de survie en pleine nature. Le même programme qui avait attiré l'attention d'une grande entreprise d'aventure en plein air 3 mois plus tôt. J'avais gardé les négociations secrètes, ne voulant pas gâcher l'affaire. J'ai appelé le service de voiture, dis-je, ma voix ferme. Ils seront là dans 20 minutes. Ne sois pas dramatique, Emma, soupira maman. Où iras-tu ? Tu peux à peine prendre soin de toi. Je regardais ma chambre d'enfant, maintenant vide, à l'exception de mon fauteuil roulant et des sacs de mes affaires emballés à la hâte. Je me débrouillerai. Je l'ai toujours fait. Le service de voiture arriva. Pas le taxi ordinaire auquel il s'attendait, mais un véhicule spécialisé équipé pour le transport en fauteuil roulant. Leur surprise devant ce petit signe de compétence était presque comique. Emma, dit enfin Antoine, sa voix incertaine. Peut-être devrions-nous en discuter maintenant. Tu veux en discuter ? Je me dirigeai vers la porte. Après que vous ayez emballé ma vie dans des sacs poubelles ? Le chauffeur était professionnellement efficace, m'aidant à monter dans le véhicule tandis que ma famille se tenait maladroitement sur le porche. Maman ne cessait de jeter des coups d'œil aux maisons des voisins, probablement préoccupée par les apparences. « Dis-nous au moins où tu vas » cria-t-elle. Je souris, pensant à l'appartement que j'avais secrètement loué la semaine dernière, une unité hautement accessible dans un immeuble de luxe en centre-ville. Le même immeuble où j'avais eu ma dernière réunion avec les dirigeants de la compagnie d'aventure avant mon accident. Ne vous inquiétez pas pour moi, dis-je pendant que le chauffeur sécurisait mon fauteuil roulant. Je suis sûr que vous en entendrez parler très bientôt. Alors que nous nous éloignions, j'aperçus une dernière fois leur visage dans le rétroviseur. Ils semblaient confus, peut-être même un peu inquiets. Ils s'attendaient à ce que je craque, à ce que je supplie, à ce que j'accepte leur rejet de ma valeur à cause de mon handicap temporaire. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que mon accident n'avait pas seulement changé mon corps. Il m'avait ouvert les yeux. Alors que j'étais allongé dans ce lit d'hôpital, j'avais finalisé le plus gros accord de ma carrière. Le contrat avait été signé 2 jours avant qu'ils ne décident de me jeter dehors. Mon téléphone vibra avec un message du PDG de l'entreprise. Tout est prêt pour l'annonce la semaine prochaine. Les médias sont enthousiastes à propos de notre nouvelle directrice de programme d'aventure adaptative. Je répondis par une brève confirmation, puis mis mon téléphone en mode silencieux alors que les messages de maman commençaient à affluer. Il devrait attendre. J'avais des exercices de rééducation sur lesquels me concentrer et un programme novateur à lancer. Laissez-les penser qu'ils m'avaient abandonné à la lutte. Dans 3 mois, lorsque le programme serait lancé et que mon histoire ferait la une des médias, ils réaliseraient exactement ce qu'ils avaient jeté. Le chauffeur croisa mon regard dans le rétroviseur. « Tout va bien à l'arrière, mademoiselle ?» Je souris, me sentant plus forte que je ne l'avais été depuis des semaines. Jamais mieux. Parfois, être mis à la porte est exactement le coup de pouce dont vous avez besoin. 3 mois passèrent plus vite que prévu. Entre les séances intensives de kinésithérapie et les réunions virtuelles avec mon équipe, j'avais à peine le temps de penser à la trahison de ma famille. L'appartement de luxe devint mon sanctuaire. Sa conception accessible me permettait une indépendance malgré mes limitations temporaires. Le personnel du centre de rééducation était stupéfait de mes progrès. « Votre détermination est remarquable », commenta le docteur Leclerc lors d'une séance alors que je poussais à travers une autre série d'exercices. La plupart des patients mettent beaucoup plus de temps à atteindre ce stade. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à chaque fois que mes muscles criaient de protestation, j'imaginais le visage dédaigneux de ma mère.
À chaque fois que je voulais abandonner, je me souvenais d'Antoine jetant mes affaires négligemment dans des sacs poubelles. La douleur devint mon carburant, le rejet ma motivation. Mon téléphone était resté silencieux pendant des semaines. Après la première salve de messages coupables de maman et quelques textes tièdes d'Antoine, ils avaient renoncé à me contacter. J'avais appris par tante Sylvie qu'ils avaient dit à tout le monde que je prenais du temps pour récupérer dans un établissement spécialisé, leur façon de sauver les apparences auprès des voisins et des amis. La veille de la grande annonce, je reçus une visite inattendue. Sophie, mon amie d'enfance qui habitait à côté de mes parents, passa me voir avec des nouvelles. « Tu ne croiras pas ça, dit-elle, s'installant sur mon canapé. Ta mère se vante de la promotion d'Antoine au club de golf. Apparemment, il est maintenant directeur régional de son entreprise. » Je me dirigeai en fauteuil roulant vers la cuisine, nous préparant du thé. « Laisse-moi deviner, il prévoit une grande fête ? Ce dimanche, ta mère a invité la moitié du quartier. » Sophie hésita. « Elle dit à tout le monde que tu es encore trop malade pour y assister. » Je ne pus m'empêcher de rire. Timing parfait. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je lui montrai le communiqué de presse prévu pour demain matin. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant. Lancement révolutionnaire d'un programme d'aventure adaptative dirigé par la survivante d'accident Emma Leblanc. Emma, Alta TL. C'est énorme. Le programme, le financement, tu vas passer aux informations nationales. Je hochai la tête en sirotant mon thé. Demain matin, toutes les grandes publications de plein air et de fitness publieront cette histoire. D'ici la fête de dimanche, tout le monde saura exactement pourquoi je n'y assiste pas. Le lendemain matin, tout explosa. Mon téléphone commença à vibrer à 7 heures du matin alors que la nouvelle tombait. L'histoire était parfaite, une jeune éducatrice de plein air transforme une tragédie personnelle en triomphe, lançant le premier programme d'aventure adaptative du genre avec le soutien d'une grande industrie. Ma boîte de réception fut inondée de demandes d'interviews de magazines et d'émissions de télévision. Vers midi, tante Sylvie appela. « Ta mère vient de voir les nouvelles », dit-elle en essayant de réprimer sa joie. « Elle est en pleine crise. »« Oh », répondis-je, ma voix neutre. Elle était au salon en train de se préparer pour la fête d'Antoine quand quelqu'un lui a montré l'article. Apparemment, elle a renversé tout un plateau de produits capillaires. Je l'imaginais parfaitement, maman, les cheveux à moitié faits, essayant de garder son calme alors que son récit soigneusement construit s'effondrait. La fille qu'elle avait rejetée comme un fardeau faisait maintenant les gros titres. Les messages commencèrent à affluer. « D'abord d'Antoine, pourquoi tu ne nous as pas dit ? On aurait pu t'aider. » Puis de maman, « Emma, ma chérie, il faut qu'on parle. Tout ça est un malentendu. » J'ai gardé le meilleur pour la fin, de papa, qui était resté silencieux pendant mon expulsion. « Ta mère est très contrariée. Tu aurais dû en discuter avec la famille d'abord. » Ma réponse fut simple, « Comme vous avez discuté de me jeter dehors ?» Ce soir-là, alors que je faisais mes exercices de thérapie dans la salle de sport ultramoderne de mon immeuble, Sophie m'envoyait des nouvelles du quartier. « Ta mère annule la fête de dimanche, prétendant qu'elle ne se sent pas bien. » Tout le monde connaît la vraie raison, cependant. Les articles sont partout sur les groupes Facebook locaux. Je posai mon téléphone et me regardai dans le miroir de la salle de sport. Mes bras étaient plus forts maintenant, mon tronc plus défini après des mois de rééducation. J'avais troqué le fauteuil roulant contre des béquilles la semaine dernière, bien que je gardais les deux pour différentes situations. Les médecins étaient stupéfaits par mon taux de récupération. « La réponse de votre corps à la thérapie est exceptionnelle », avait dit le docteur Leclerc lors de ma dernière évaluation. « Mais c'est votre force mentale qui est vraiment remarquable. » Elle avait raison. 3 mois plus tôt, j'avais quitté ma maison d'enfance brisée. Non pas par mon accident, mais par le rejet de ma famille. Maintenant, j'étais plus forte que jamais. Non pas malgré leurs actions, mais grâce à elles. Mon téléphone vibra à nouveau. Un autre message de maman, « S'il te plaît, Emma, parlons-en en famille. On peut arranger ça. Arranger ça. » Comme si mon succès était un problème à résoudre. Comme si mon indépendance était une crise familiale qui nécessitait une gestion.
Je me dirigeais en fauteuil roulant vers les baies vitrées de mon appartement, regardant les lumières de la ville. Demain, je donnerai ma première interview en direct sur le programme. Dans une semaine, nous commencerions à accepter les candidatures d'autres survivants d'accidents et d'aventuriers différemment capables. Mon histoire n'était plus celle d'une personne expulsée. Il s'agissait de ma destination. Laissez-les s'empresser d'expliquer leurs actions. Laissez-les essayer de réécrire l'histoire. J'avais de plus grandes montagnes à gravir. Le matin de ma première interview en direct coïncida avec ce qui aurait été la fête d'Antoine. Au lieu d'accueillir le quartier chez eux, mes parents étaient rassemblés autour de leur télévision, me regardant sur « Bonjour la France ». J'étais assise, posée dans mon élégant fauteuil roulant, un choix que j'avais fait délibérément, bien que je pouvais maintenant marcher avec des béquilles. Parfois, nos plus grands revers révèlent notre véritable chemin, dis-je à l'intervieweuse, ma voix claire et confiante. Ce programme ne concerne pas seulement les sports d'aventure adaptatifs. Il s'agit de montrer aux gens que les limitations sont souvent des invitations à innover. Le segment comprenait des images de mon récent essai, moi menant un groupe de participants à l'escalade adaptative, l'activité même qui avait causé mon accident. Mais maintenant, nous avions un équipement spécialisé, des protocoles de sécurité et une équipe d'instructeurs formés. Et votre propre récupération a été remarquable, nota l'intervieweuse. Comment le soutien de votre famille vous a-t-il aidé ? Je souris, prête pour cette question. En fait, ma récupération m'a appris que parfois, nous devons construire nos propres systèmes de soutien. Tout le monde ne comprend pas que le handicap n'est pas synonyme d'incapacité. Le message subtil ne fut pas perdu pour les téléspectateurs. Les réseaux sociaux explosèrent de commentaires de soutien, beaucoup partageant leurs propres histoires de rejet familial pendant des périodes difficiles. Plus tard cet après-midi-là, alors que je passais en revue les candidatures pour la première session officielle du programme, la sécurité de mon immeuble appela « Madame Leblanc, vos parents sont ici et demandent l'accès. » Je m'y attendais. Laissez-les monter. Ils arrivèrent, l'air plus petit, d'une certaine manière, moins intimidant qu'il y a 3 mois. Les cheveux parfaitement coiffés de maman ne pouvaient cacher son agitation nerveuse. La présence habituellement autoritaire de papa semblait diminuer. Emma, commença maman, ses yeux parcourant mon vaste appartement. Nous avons essayé de te joindre. Je sais, répondis-je, désignant mon confortable coin salon. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ils se posèrent maladroitement sur mon canapé, observant les modifications adaptatives qui rendaient l'espace à la fois accessible et élégant. À travers mes baies vitrées, la ville s'étendait en contrebas. Une vue qui coûtait probablement plus cher que toute leur maison. Pourquoi ne nous as-tu pas parlé du programme ? Demanda enfin papa, faisant allusion au contrat. Cela aurait-il changé votre décision de me jeter dehors ? Le silence fut une réponse suffisante. Nous étions inquiets, essaya maman. Nous ne savions pas comment gérer la situation. Alors, vous avez décidé que ne pas gérer du tout était la réponse ? Je manœuvrai mon fauteuil roulant plus près. Vous savez ce qui est intéressant ? Quand j'étais à l'hôpital, avant que vous ne décidiez que j'étais un fardeau, le PDG de l'entreprise m'a rendu visite. Il a dit que mon accident rendait notre programme encore plus précieux. Maintenant, je pouvais comprendre nos futurs participants de première main. Papa se déplaça inconfortablement. Nous sommes tes parents, Emma. Nous méritons de savoir. Comme je méritais de savoir que vous prévoyiez de me chasser ? Ou est-ce que le besoin d'Antoine d'avoir un bureau à domicile l'emportait sur mon droit de récupérer dans ma propre maison ? La mention d'Antoine fit tressaillir maman. Il est vraiment désolé, la promotion. Ça ne se passe pas comme prévu. Je ne pus m'empêcher de rire. Laissez-moi deviner. L'entreprise a vu les nouvelles. Ils ne sont pas très heureux d'avoir un manager qui a jeté sa sœur handicapée hors de sa maison. Encore un silence gêné. Emma, plaida maman. On peut arranger ça. Rentre à la maison. On convertira le bureau du bas. On le rendra accessible. Je suis à la maison, dis-je en désignant mon appartement, et je n'ai plus besoin de votre espace. Ce dont j'avais besoin, c'était de votre soutien, et vous m'avez montré exactement ce que cela valait.
Les larmes montèrent aux yeux de maman. Nous avons fait une terrible erreur. Oui, vous l'avez faite, acquiesçai-je. Mais cela m'a appris quelque chose de précieux. Parfois, les gens que nous nous attendons à nous élever nous retiennent en fait. Je me dirigeai en fauteuil roulant vers mon bureau, prenant des papiers. Ce sont des candidatures de personnes comme moi, des survivants, des combattants, des gens qui refusent d'être définis par leurs défis. C'est ma famille maintenant. Papa se leva, sa voix chargée d'émotion. Que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous réparer ça? Je leur tendis une brochure du programme. Vous pouvez commencer par comprendre que le handicap ne fait pas de quelqu'un un fardeau. Ces programmes aideront les gens à reconstruire leur confiance, leur force, leur indépendance. Vous êtes invités à faire un don anonymement, bien sûr. Ils partirent, l'air abattu. La brochure serrée dans les mains manucurées de maman. Alors que la porte se refermait derrière eux, je sentis le dernier poids de leur rejet se soulever de mes épaules. Mon téléphone vibra. Un autre message du PDG, des candidatures affluent après votre interview. Vous changez des vies, Emma. Je souris, me dirigeant en fauteuil roulant vers la fenêtre. En dessous, je regardais mes parents sortir de l'immeuble, l'air petit face à l'architecture imposante. Ils m'avaient jeté alors que j'étais au plus bas, n'imaginant jamais que j'atteindrais de telle hauteur. Laissez-les vivre avec cette connaissance. Laissez-les expliquer à leurs amis du club de golf pourquoi ils ne font pas partie de l'histoire de succès de leur fille. J'avais des montagnes à gravir, des vies à changer et un avenir à construire. Parfois, être mis à la porte n'est pas la fin de votre histoire. C'est le début d'une meilleure.